Bon, avec le flux d'informations et les réseaux sociaux, on entend très souvent parler de disparitions de femmes, d'hommes, d'enfants ou même d'histoires sordides liées à des crimes. Même Netflix en parle dans ses documentaires et les livres ou les films utilisent la disparition depuis la nuit des temps comme l'élément déclencheur de la plupart de leurs thrillers. Pour vous donner une petite idée, en France en 2021, c'est environ 60 000 personnes qui disparaissent, dont 42 à 43 000 mineurs et 18 000 majeurs. Parmi ces majeurs, 10 000 disparitions concerneraient des personnes malades et vulnérables dont la santé mentale est instable, tandis que les autres disparitions seraient inexplicables. Alors que sont devenues ces 8 000 dernières personnes? Sont-elles tragiquement décédées? Se sont-elles malheureusement suicidées? Ou pire, ont-elles été la victime d'un tueur en série qui a fait disparaître leur corps? Eh bien, pour une bonne partie d'entre eux, ces disparus se seraient éclipsés de leur propre gré pour entamer une nouvelle vie, loin de leurs proches, de leur ville et de leur quotidien d'avant. Ces personnes, on les appelle les disparus volontaires. Pour vous parler au mieux des disparitions volontaires, j'ai décidé de vous parler d'une de mes histoires personnelles. Il y a 2 ans maintenant, un de mes meilleurs amis a décidé d'arrêter de nous fréquenter, moi et mon groupe de potes. Alors jusqu'ici, rien de particulier, ça arrive très souvent qu'on rencontre des gens avec qui on s'entend bien pendant une période, et puis du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles, mais là, c'était vraiment différent. C'était quelqu'un de joyeux, quelqu'un de franchement chaleureux et solaire, qui adorait sortir, qui adorait voir ses amis, quelqu'un de généreux. Alors la disparition, elle s'est faite vraiment progressivement parce que je sais qu'il allait pas très bien sur les premiers moments où il a commencé à être bizarre vis-à-vis de nous. Je savais que c'était pas trop ça. On le voyait beaucoup moins, il n'utilisait plus vraiment son téléphone. Et à chaque fois qu'on voulait le voir, il répondait pas, ou alors il disait qu'il venait, et finalement on le voyait pas du tout en fait. Il m'a pas forcément communiqué tout son mal-être. Il me le disait, qu'il était mal, mais il gardait tout pour lui. Après, petit à petit, il me répondait de moins en moins au fur et à mesure des mois. Et c'est devenu à ne plus répondre du tout. Finalement, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a eu une vraie coupure où j'ai plus rien eu en termes de nouvelles. Et là, effectivement, tu déchantes. En 2 ans, la personne que l'on pensait connaître par cœur devenait un véritable fantôme. Alors au début, on s'est pas inquiété, on n'a pas appelé la police parce qu'on s'est dit que notre ami avait tout simplement envie de prendre ses distances avec nous. En plus, c'était le confinement, donc on attendait que les choses se tassent un peu. Et puis progressivement, quand le confinement s'est terminé, on a remarqué qu'il sortait toujours pas, que personne ne l'avait vu dans les environs, dans le quartier, que ce soit des amis, des proches, des voisins, des connaissances. Et puis progressivement, on s'est rendu compte qu'il s'effaçait aussi des réseaux sociaux et là, ça devenait un peu plus étrange. Alors à ce moment-là, quand tout le monde s'inquiétait, j'ai commencé à vouloir faire ma propre enquête et à faire mes recherches sur Internet et je suis tombé sur une loi française qui explique que toute personne a le droit de disparaître. C'est ce qu'on appelle le droit à la disparition. Alors le droit à la disparition, c'est qu'un adulte qui à un moment souhaite quitter sa vie, quitter ses proches, en a tout à fait le droit. Ce sont souvent des gens qui se plaignent de familles toxiques, de gens avec lesquels ou de familles dans lesquelles ils ont pu être battus, ils ont pu être maltraités physiquement, psychologiquement et qui souhaitent vraiment couper les ponts complètement avec la famille. On a quelques cas comme ça. Pour vous expliquer un peu qui est Patrick Mallet, c'est un ancien enquêteur lyonnais qui aujourd'hui profite de sa retraite pour travailler à l'ARPD, donc l'association de recherche des personnes disparues. Son rôle avec 400 autres membres, c'est d'aider les familles et de les accompagner dans la recherche de leurs proches disparus. Il y a des personnes qui à un moment, imaginent mettre fin à leur jour et une alternative à ce suicide, c'est le fait de disparaître parce qu'ils ont un mal-être à ce moment-là qui fait qu'il faut qu'ils trouvent une solution. Et le fait de disparaître peut constituer une solution alternative au suicide. Après, il peut y avoir des gens qui ont des dettes. Il y a tout un tas de raisons comme ça qui peuvent faire qu'elles souhaitent disparaître à un moment ou à un autre. Alors justement, quelles sont les motivations qui peuvent pousser une personne à disparaître ? En faisant mes recherches pour essayer de comprendre ce qui pouvait pousser des gens à vouloir disparaître du jour au lendemain, je suis tombé sur une histoire assez insolite, celle de John Darwin, surnommé le canoëman. L'histoire raconte qu'en 2002, cet ancien professeur de mathématiques, converti en agent de prison, décide de prendre un soir son canoë, de partir et disparaît.
Ni sa femme, ni ses enfants ne sont au courant de ce qu'il devient. Et quelques jours après, on retrouve le canoë de John Darwin échoué sans personne à son bord. On va faire un bond un peu rapide dans le temps, mais 5 ans plus tard, en 2007, John Darwin se représente à un poste de police en Angleterre et affirme ne pas trop savoir où il est, d'avoir fait une amnésie totale sur les dernières années, mais qu'il est bel et bien en vie. Donc cette affaire, elle fait un peu le tour de l'Angleterre, mais il y a une personne qui n'y croit pas, une femme qui décide de taper sur internet John Darwin, Panama. Et elle tombe sur une photo de John Darwin accompagné de sa femme au Panama avec un agent immobilier. Alors cette révélation, elle va interpeller, tout le monde va diffuser cette photo et on va comprendre que John Darwin, il n'était pas si amnésique que ça et l'histoire derrière va même être encore plus folle. En fait, on apprend que John Darwin avait simulé sa mort pour que les 250 000 livres, soit 300 000 € de son assurance vie, soient versés à sa femme. En fait, John Darwin, il va vivre pendant un certain temps caché dans la maison juste à côté de la sienne. Sa femme sera au courant, ses enfants non. Et son objectif est simple, c'est d'éviter d'être reconnu dans la rue. Puis, il va décider de partir au Panama pour essayer de pouvoir faire des transactions monétaires sans souci jusque là-bas et pouvoir prendre l'identité d'une personne décédée au Panama. Au final, là-bas, ça va mal se passer. Il va devoir revenir en Angleterre, se présenter à un poste de police, mais très vite, la fraude va être découverte et il va être jugé, lui et sa femme. I treated the crime as basically borrowing the money of the insurance companies. I knew I would come back one day. I knew I would have to pay the money back. I came back really because I have 2 sons. And I wanted to be part of their lives again. Alors si certaines personnes décident de disparaître pour des raisons pas toujours très légales, d'autres disparaissent pour des raisons plus personnelles. C'est le cas par exemple de Ghislaine Debève qui a disparu en 1969 avant de revenir quelques années après. Alors, il y avait des problèmes familiaux à la maison, donc un jour j'ai été très fatiguée de les entendre et j'ai décidé de partir. J'habitais à Nantes à l'époque, j'ai abandonné ma voiture dans la ville de Nantes. Et je me suis cachée dans la ville de Nantes chez une copine, sous les toits d'ailleurs, je me souviens. Et après, j'ai décidé de partir au bout de 3-4 jours. Je ne voulais pas rentrer, oui. Là, j'étais sûre. Sans papier, sans rien, mais tant pis, je partais. Je me mets dans un coin de rue, je fais du stop, hop, je monte dans un camion, je m'en vais à Paris, après je m'en vais sur l'île, Belgique, l'Allemagne. Enfin, j'avais fait mon parcours vers l'Allemagne. Je suis revenue en France au bout de 69, 10, 71, 72, fin 72. Je n'ai renoué contact avec personne. Personne ne pouvait me retrouver, il n'y avait pas les portables, il n'y avait rien. Ils ont fait une recherche dans l'intérêt des familles, je crois aussi, mais ça n'a rien donné. On me trouvait au fin fond de l'Afrique, là-bas. Donc voilà, je ne suis jamais allée. Donc voilà. Mais je ne regrette pas. Je regrette parce que j'ai fait souffrir ma famille. Et ça, c'est un regret, c'est normal. Mais sinon, ça m'a ouvert, ça m'a ouvert la vie, Là, j'ai pas d'œillère, quoi. Alors aujourd'hui, Ghislaine Debève, elle travaille elle aussi à la RPD pour aider les jeunes ou les moins jeunes qui décident de disparaître. Elle utilise son vécu pour conseiller et pour aider les personnes qui vivent ces situations compliquées. Je crois qu'on est tous un petit peu fragiles. Moi, je suis toujours restée fragile, en fait. Mais là, il y en a tous les jours qui partent. C'est affreux, là, ce qu'on voit. Moi, je les comprends. Quand je vois le parcours, par exemple, familial, parfois, pas toujours, mais parfois, je peux les comprendre. C'est pour ça que j'arrive à les trouver. Je sais où les trouver, je sais ce qu'ils peuvent faire. Pour autant, c'est quand même très compliqué de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de toutes les personnes disparues. Alors, pendant mes recherches, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des psychologues qui pouvaient répondre à mes questions et je suis tombé sur le profil de Nina, psychologue et psychothérapeute systémicienne. En fait, Nina, dans son travail, elle va essayer d'aider et de comprendre la psychologie d'une personne en analysant son environnement. Donc l'environnement familial, culturel, religieux, socio-économique et parfois même politique. Je lui ai donc demandé de m'expliquer quels pouvaient être les facteurs qui expliquaient qu'une personne veuille disparaître du jour au lendemain. Ça paraît énorme de tout lâcher, mais c'est une réponse qui est proportionnelle au sentiment énorme d'être emprisonné. Et je crois que c'est des gens qui doivent faire face, probablement pour une grande majorité, à beaucoup d'impuissance, à un sentiment de ne pas pouvoir être acteur de leur vie, faire le choix de tout, de partir, au moins ça permet de faire le choix. Une des causes qu'on peut entendre face à une tentative de suicide ou un acte suicidaire, c'est que c'est
c'était l'impression, et c'est super important que c'était juste une impression, mais une impression très forte, que c'était la seule option en fait, pour sortir de la situation qui est invivable et dans laquelle de toute façon on a l'impression qu'on est en train de mourir. Et donc, je peux comprendre que quelqu'un se dise « Ok, en fait, il y a une autre option qui existe pour sortir de ça, et c'est la disparition. » Alors on peut se poser la question de savoir ce que devient une personne disparue. Est-ce qu'elle revient comme Ghislaine l'a fait dans le passé avec sa famille, ou est-ce qu'elle disparaît à jamais, ou bien pire, décède ou sont déclarées mortes? C'est des questions auxquelles on va essayer de répondre dans le chapitre suivant. Tout d'abord, il faut savoir que pour une famille, il est assez difficile d'avoir l'aide de la police pour enquêter sur la disparition d'une personne majeure. C'est pour ça que la RPD existe, pour justement accompagner les familles dans leur détresse et les aider à trouver des éléments de réponse. La grosse difficulté, c'est que hormis les disparitions inquiétantes qui sont encadrées, disparitions de mineurs ou de majeurs qui ont des problèmes, c'est souvent à l'appréciation du policier ou du gendarme qui va recevoir la personne qui vient signaler la disparition. Donc selon sa sensibilité, selon effectivement les éléments que la personne qui vient signaler la disparition va lui donner, il va ou non ouvrir une enquête, prévenir le procureur de la République et mettre le moyen pour faire les recherches. Si la disparition est inquiétante, les services de police et de gendarmerie mettent en œuvre rapidement un certain nombre de moyens. Malgré tout, tout ceci ne dure pas très longtemps. Donc à partir de là, souvent, les familles s'entendent dire « Écoutez, nous on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour l'instant et on ne va pas faire grand-chose de plus ». Et là, elles se sentent complètement démunies, abandonnées, et comme elles n'ont pas de process pour savoir ce qu'il faut faire pour rechercher leurs proches, ils font appel à nous. Après, il faut savoir que quand une personne disparue est retrouvée, celle-ci ne revient pas forcément dans son foyer et les réponses apportées aux familles peuvent parfois être très décevantes. Ça nous est arrivé un certain nombre de fois d'avoir des disparitions signalées à la RPD pour lesquelles on recherche la personne, qu'on retrouve. La première question qu'on pose à cette personne, c'est « Est-ce que vous acceptez que l'on communique vos coordonnées à vos proches, aux gens qui ont signalé votre disparition ?» Et si la personne nous dit « Non, je ne souhaite pas qu'il sache où je suis », on ne communique pas ses coordonnées. J'en ai connu un récemment à la RPD où le papa a recherché sa fille, absolument, et nous reproche aujourd'hui de ne pas lui communiquer son adresse, mais la fille ne veut absolument pas renouer le contact avec son père. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais visiblement il y a une histoire familiale très très lourde et il est hors de question pour elle de renouer le contact. Et si le disparu ne revient pas de lui-même vers sa famille ou s'il n'est pas retrouvé par la RPD, il est parfois indispensable de le déclarer mort aux yeux de l'État. En effet, en cas d'héritage, de remariage ou d'un intérêt familial quelconque, il est possible de justifier de l'état d'une personne devant la loi en demandant un jugement déclaratif d'absence. En fait, il y a deux phases en droit. Il y a tout d'abord le jugement qui va constater une présomption d'absence. Quand on a le jugement qui nous dit que la présomption d'absence est déclarée, s'ouvre à ce moment-là une période de 10 ans pendant lesquelles il y a une présomption d'absence. Et si dans les 10 ans, la personne ne réapparaît pas, on peut demander à ce moment-là que l'absence soit totalement déclarée, qui aura les effets d'un décès. Soit on ne fait rien, et dans ce cas, c'est passé un délai de 20 ans. On peut avoir le jugement déclaratif d'absence. On doit saisir le juge des tutelles, mais quelle que soit la personne disparue. Ce n'est pas forcément parce que la personne disparue était sous tutelle ou sous curatelle. C'est une des attributions, une des compétences du juge des tutelles. Pour vous donner un exemple sur ce que l'avocate vient de nous expliquer, je vais vous parler de l'histoire de Teddy Vrignot et André Gaillard, deux humoristes qui ont formé un duo qui s'appelle Les Frères Ennemis. Dans les années 1980, ils marchent très très bien, mais en 1984, Teddy Vrignot disparaît. Vous pensez qu'il s'est suicidé? Non. Je crois pas. Je crois pas. Vous savez, dans cette situation dans laquelle je me trouve, on peut tout supposer. Bien sûr, bien sûr. Oui. Tout.
En 2004, Teddy Vrigno est toujours introuvable, mais comme en 98, sa famille a déclaré son absence et qu'en 2004, ça aura fait 20 ans, eh bien, il sera déclaré mort aux yeux de la loi. Quelques années plus tard, on se rendra compte qu'un homonyme né le même jour et répondant au nom de Pierre-Édouard Georges Vrigno sera mort en 1999 et pourrait correspondre aux disparus. Pour autant, je vous rassure, il n'est pas aussi simple de déclarer mort quelqu'un. Lorsque une présomption d'absence est faite, il y a une mini-enquête diligentée par la justice pour vérifier que la personne est bel et bien disparue. Alors là, je vais parler par exemple d'un dossier que j'ai eu, moi, où j'avais demandé effectivement une présomption d'absence et le parquet a fait quand même une mini-enquête et a réussi à obtenir des renseignements que la personne avait fait l'objet d'un contrôle d'identité en Belgique. Il avait été retrouvé sous un pont apparemment fortement drogué. Du coup, le parquet, quand il a fait son enquête, a vu qu'il y avait eu un contrôle d'identité et que en fait, cette personne avait certes disparu de la France, mais n'a pas disparu totalement de la circulation. Donc, pour la petite histoire, mon affaire, la déclaration d'absence a été rejetée, puisque en fait, on a eu confirmation que cette personne était en vie. Et puis parfois, il est possible que la disparition n'évolue jamais, que la famille ait décidé de ne faire aucune démarche et que la disparition reste un mystère. Dans mon cas personnel, ni mes potes ni moi-même n'avons à ce jour de nouvelles de mon ami disparu. Alors ça fait que 2 ans et peut-être que dans les années qui suivront, on aura de nouvelles informations sur sa disparition, mais il faut aussi s'attendre à n'avoir aucune réponse. Et pour certaines personnes, ça peut être plus compliqué à gérer. Lorsqu'il a commencé à couper les liens avec moi, je l'ai très mal vécu, j'ai beaucoup pleuré parce que je me suis sentie comme une merde. Délaissée, surtout que c'était mon confident, c'était mon meilleur pote. En vrai, ça fait mal, effectivement, ça fait très mal de faire partie des personnes avec qui on n'aura plus jamais aucun lien. Je pense que ce qui est extrêmement difficile, c'est quand une personne à qui nous, on se sent très attaché, on a l'impression, c'est pas nécessairement le cas, que lui n'est pas aussi attaché à nous que ça. Je vais avoir l'impression qu'en fait, peut-être, lui ne vit pas la même relation dans l'autre sens. Et que peut-être je me suis fait des illusions, peut-être qu'il n'était pas honnête avec moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et ça peut vraiment être très très dur. Et il n'y a pas de réponse. Et je crois que c'est ça qui est très dur. Il n'y a pas de réponse de l'autre côté. Et le cerveau a besoin de mettre du sens. Un des principaux jobs de notre cerveau, c'est de mettre du sens. Pourquoi ? Pour pas que les choses négatives, les choses qu'on n'aime pas se reproduisent, et pour que les choses qu'on aime bien se reproduisent. Donc, pour le cerveau, c'est super violent d'avoir quelqu'un qui s'en va comme ça. Et donc, il va essayer de mettre du sens. Sauf qu'il n'a aucun retour de l'autre côté. Et donc, il va tourner en boucle. Je pense que ce que je vais avoir envie de faire sentir à mes patients, c'est que la personne en face est responsable. C'est des adultes qui font ce choix-là. Et que même si c'est extrême, même si je ne comprends pas, quelque part, je peux respecter ça. Et je crois qu'une dernière chose qu'on peut faire, c'est de réaliser que c'est pas parce que la personne est partie, qu'elle est plus là physiquement, que quelque part je n'ai plus de relation avec elle. Et ça, c'est le travail du deuil, parce qu'on fait un travail de deuil quand une personne décède, mais on fait aussi un travail de deuil quand quelqu'un s'en va ou quand on quitte une personne, justement dans une relation de couple. Et donc quelque part, il y a, comme on dit, il y a une part de la personne qui vit toujours en moi, c'est la part qui résonnait entre nous, c'est ce qui faisait que on avait un pont entre nous, cette part-là existe toujours, et donc de pouvoir sentir qu'en fait elle est toujours là, quelque part, cette personne, transformée, c'est plus du tout la même chose dans la forme, mais elle n'est pas complètement cessée d'exister. Alors des réponses, j'en ai cherché, et mes amis aussi. Et si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'était pour faire ma propre enquête et avoir des éléments de réponse à mes questions à travers le témoignage et le parcours de personnes concernées. Alors je ne sais pas combien de personnes regarderont cette vidéo et si certains d'entre vous se sentiront concernés par mon histoire ou par la disparition inexplicable d'un de vos proches, mais si c'est le cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura permis d'avoir des réponses à vos questions.